Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Figure de son département de la Seine-Saint-Denis, Emmanuel Constant est sur tous les fronts de l'éducation. Laïcité, mixité sociale, violence, éco-responsabilité, mais aussi le sport. Il est le monsieur JO du 93, département dans lequel sera construit l'un des 3 villages olympiques. Emmanuel Constant est notre invité dans quelques instants. En France ou à l'étranger, l'actualité est d'une violence rare. On a voulu en discuter avec l'une des plus grandes figures de la pensée éducative et de la résilience. Boris Cyrulnik est l'invité en seconde partie d'émission. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier avec son invité, l'artiste Flo Mallet. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la mise en examen du terroriste qui a tué vendredi dernier Dominique Bernard, professeur de lettres à Arras. Il avait 57 ans. Oui, son identité est désormais connue. Il s'appelle Mohamed Mogouchkov et il a été mis en examen pour plusieurs chefs d'inculpation. Assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes. Hier, à l'issue de sa garde à vue, il a été mis en détention provisoire. Son frère a également été accusé de complicité d'assassinat lié à un acte terroriste, de complicité de tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre un crime contre des personnes. Il a lui aussi été placé en détention provisoire. Quant à leur cousin, qui fait partie de cette association de malfaiteurs, il a été inculpé pour avoir délibérément omis d'empêcher un crime ou un délit portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne. Le juge d'instruction a ordonné une mesure éducative judiciaire temporaire qui implique un placement. Et le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard, tenait hier une conférence de presse. Il est revenu bien sûr sur le déroulement des faits et aussi sur les motivations du terroriste. Oui, d'abord sur l'aide logistique du frère, on en parlait. Le frère a tout juste 16 ans et il a donné son soutien dans l'entreprise mortifère du terroriste, notamment avec des conseils sur le maniement du couteau. Au total, depuis vendredi, la justice est allée très vite puisque 100 personnes ont été entendues, 13 placées en garde à vue, 10 gardes à vue ont été levés majoritairement sur des membres de la famille dont on voulait savoir jusqu'à quel point ils étaient en lien avec cette entreprise terroriste. Les motivations de l'assaillant ont pu être éclaircies par les témoignages des proches. Lui, il a refusé pendant sa garde à vue de s'exprimer, mais il y a eu les témoignages des proches, des fichiers audio et une courte vidéo filmée devant un monument aux morts. Le procureur de la République explique que l'assaillant s'est attaqué de manière répétée aux valeurs des Français selon ses propres termes, dans des propos particulièrement menaçants. Un enregistrement audio retrouvé sur le téléphone met en avant son soutien aux populations musulmanes en Irak, en Asie, en Palestine, mais pas de lien direct avec les événements qui se produisent en ce moment en Israël. Et notons que les cours ont repris hier dans la cité scolaire Gambetta où a lieu cet attentat vendredi. Les obsèques de Dominique Bernard auront lieu demain en présence d'Emmanuel Macron. Le chiffre du nombre de perturbations lors de la minute de silence a été revu à la hausse. Oui, hier, nous évoquions sur ce plateau le chiffre de 179 perturbations qui ont eu lieu dans le cadre de la minute de silence lundi dans les établissements scolaires. Eh bien, un communiqué de presse du ministère de l'Éducation nationale voit à la hausse et l'on parle désormais de 357 contestations ou perturbations du temps d'hommage à Dominique Bernard, tué donc vendredi dernier par un terroriste islamiste. Ces chiffres prennent en compte des remontées tardives et des remontées des Outre-mer. Gabriel Attal réaffirme sa règle en la matière. Tous ces signalements font l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République et d'une procédure disciplinaire pour les élèves concernés. Et le communiqué de préciser que la page du pas de vague est définitivement tournée. Les aéroports de Lille, de Nice, de Lyon, de Toulouse ont reçu des alertes à la bombe ce mercredi et ont dû être évacués. Idem au château de Versailles qui a subi lui aussi ce midi sa 3e évacuation en 5 jours. Des incidents semblables à ceux qui se produisent depuis lundi dans les établissements scolaires partout en France. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ressent une crispation des tensions partout en France. En égrénant la presse locale, voici
voici quelques-uns des faits qui se sont produits depuis lundi dans des établissements scolaires à Libourne en Gironde et à Fresnes en Val-de-Marne. Des croix gammées ont été taguées sur les portes. À Cherbourg, au lycée Jean-François Millet, un élève de seconde s'est présenté dans son établissement avec un couteau à cran d'arrêt. L'alerte PPMS, plan particulier de mise en sûreté, a été déclenchée pendant une vingtaine de minutes. Le jeune homme a été entendu par les services de police. 2 alertes à la bombe. Cette fois, c'est dans des lycées du Bas-Rhin, au lycée Le Corbusier et Jean Rostand à Strasbourg. À Palaiseau, c'est un mail de menace qui a entraîné l'évacuation d'une institution Sainte-Martin ce lundi. Hier, au lycée Saint-Exupéry de Belgrade sur Valserine, une évacuation a eu lieu suite à une alerte à la bombe. Un adolescent de 14 ans, cette fois c'est dans l'établissement Gustave Roux à Hyères dans le Var, a été récalcitrant à une fouille de son sac. Une cagoule a été retrouvée dedans et il a menacé de revenir le soir même pour faire tout sauter. Une enquête est ouverte. À Port-de-Bouc, ce mardi, 2 élèves ont été menacés d'une attaque au couteau par un individu qui a ensuite expliqué que c'était une blague. L'information s'est propagée et a été déformée sur les réseaux sociaux. L'individu en question est toujours recherché. Ce sont là une dizaine de cas, mais il y en a beaucoup d'autres en ce moment en France. Et dans ce contexte particulièrement lourd, la sœur de Samuel Paty, l'enseignant décapité il y a maintenant 3 ans, a pris la parole dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose? Si ça avait été le cas, Dominique Bernard ne serait sans doute pas mort. Ce sont les propos chocs et que l'on comprend qui ont été tenus par Mickaël Paty devant une commission d'enquête sur les faillites qui ont conduit à la mort de Samuel Paty. Sous l'œil d'une quarantaine de sénateurs et sénatrices, la sœur de Samuel Paty a décrit son frère comme le dernier condamné à mort pour blasphème en France. Étriant le pas de vaguisme, les courtisans qui cherchent une carrière, elle a dénoncé en fait tout un système qui surprotège parfois celles et ceux qui veulent du mal à la République. Elle explique ainsi: si la référence n'est plus la loi mais le fait de ne pas offenser certains musulmans qui mettent leur créateur au-dessus de tout, cela n'entraînera qu'une censure et immanquablement une application différenciée des règles en fonction de l'appartenance religieuse, octroyant finalement plus de droits à certains, véritable ferment de discorde et de séparatisme. À noter également que dans la presse locale, un discours de Mickaël Paty a été publié, discours où elle revient sur les circonstances qui ont mené à la mort de son frère. Il y avait aussi hier soir un documentaire à la télévision. Elle revient sur la séquence pédagogique qui s'est tenue en 3 temps et qui a causé malheureusement cette attaque terroriste. Un discours qui là aussi, comme son intervention à la commission du Sénat, était extrêmement poignant. Sur un tout autre sujet maintenant, terminons avec la première réunion de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire qui se tenait aujourd'hui à Paris. Oui, c'est Emmanuel Macron qui a inauguré cette première journée. Alors c'est dans le cadre d'un programme alimentaire mondial lancé par la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire en 2021 avec le soutien de la France et de la Finlande. Cette initiative, en fait, elle a pour but de garantir à chaque enfant dans le monde un accès au repas scolaire essentiel d'ici 2030. Actuellement, parmi 349 millions de personnes confrontées à des difficultés d'insécurité alimentaire, 153 millions sont des enfants ou des jeunes. La coalition réunit 90 États membres, l'Union européenne, l'Union africaine et de nombreuses institutions scientifiques, fondations, ONG, municipalités, agences des Nations Unies. Sa première réunion, c'est donc aujourd'hui et demain à Paris, avec l'importance cruciale d'une alimentation scolaire dans une situation d'urgence qui est mise en avant. À noter que pour les Français, il y a un objectif de 50% de produits durables dans les écoles, dont 20% qui proviennent de l'agriculture biologique, avec également l'obligation de proposer un menu végétarien à la cantine chaque semaine. Et puis il y a la possibilité aussi de tester, d'avoir une option végétarienne tous les jours. Voilà pour ces ambitions dans le cadre de l'alimentation. Merci Guillaume pour ces informations. Le département de Seine-Saint-Denis a choisi de faire de l'éducation sa priorité. Ce sont les mots de Stéphane Troussel, le président du département. Et pour mener justement à bien cette politique, il choisit une figure, le socialiste Emmanuel Constant. En plus de ses lourds chantiers sur le plan d'éducation, il y a aussi le monsieur JO du 9-3, c'est comme ça qu'il est appelé. Ces JO qui se dérouleront dans quelques mois en Ile-de-France. Vaste chantier donc pour cet élu, pour ce principal de collège qui est avec nous sur ce plateau. Emmanuel Constant, c'est tout de suite.
Bonjour Emmanuel Constant. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et principal d'un collège à Vincennes. Vincennes qui est situé donc juste à côté de Paris. Lundi était une journée toute particulière, à la fois pour la minute de silence observée pour la mort de Dominique Bernard et évidemment en hommage à Samuel Paty, l'enseignant décapité il y a maintenant 3 ans. Hommage que vous avez tenu en présence de la sœur de Samuel Paty, Mickaëlle Paty, et de professionnels bien entendu. C'était plus que jamais nécessaire, selon vous, cette commémoration, cet hommage? Oui, c'était plus que nécessaire. C'était rendu nécessaire encore davantage suite au drame d'Arras et de l'assassinat de Dominique Bernard. Les moments de commémoration dans les établissements scolaires, ce doit être des moments solennels, mais nous sommes d'abord dans un établissement scolaire, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir, non pas transformer, mais faire en sorte que ce moment-là soit aussi un moment éducatif, un moment pédagogique, un moment dont se saisissent les enseignantes et les enseignants pour expliquer, décrypter en direction des enfants. Et c'est, je crois, ce que beaucoup de professionnels ont fait lundi, jour anniversaire du décès de Samuel Paty, et 2 jours après le drame d'Arras et la disparition de Dominique Bernard. C'est vous qui avez contacté Mickaëlle Paty pour qu'elle puisse venir? Absolument pas. En juillet dernier, vous savez, la dernière semaine dans les collèges, après les épreuves du brevet, nous avons beaucoup moins d'élèves et néanmoins les équipes continuent de travailler. Et à l'occasion de cette semaine, j'ai demandé aux professeurs de travailler et de réfléchir, de se saisir de la question de la commémoration et de me faire une proposition d'organisation pour le 16 octobre. Et donc ils ont travaillé au mois de juillet, au mois de septembre. Ils m'ont proposé de banaliser la matinée et de faire en sorte que cette matinée soit scandée en 2 temps, un moment solennel, un peu formel, un peu grave, et un moment pédagogique, éducatif, où ce groupe d'enseignantes et d'enseignants avait constitué des projets, des dossiers pour les classes de 6e, de 5e, de 4e et de 3e, parce qu'on ne peut pas parler de la question de la laïcité, de la liberté d'expression de la même façon selon que l'on s'adresse à des enfants de 10 ans ou à des enfants de 15 ans. Et parmi ces enseignantes et ces enseignants, une professeure m'a dit écoutez, moi j'ai la possibilité peut-être de contacter Madame Paty, est-ce que vous y verriez un inconvénient? J'ai saisi l'occasion et j'ai évidemment demandé à ma hiérarchie avant de... Des propos très tranchés de la part de Mickaëlle Paty qui dit est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose, si ça avait été le cas, Dominique Bernard ne serait pas mort. Des mots qui ont retenti aussi comme un effet assez brut pour les élèves comme pour les professeurs. C'est ce qu'elle a dit à la commission sénatoriale. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit à mes élèves lundi matin. Elle s'est adressée à des enfants et donc elle ne s'est pas adressée à des adultes, elle s'est adressée à des enfants et son intervention tournait autour des valeurs de la République, autour de la nécessité de se connaître, de se comprendre et de partager un projet commun. Ce n'était pas du tout des propos comme ceux que vous avez pu et que l'on comprend tout à fait dans les 2 cas, évidemment. Par ailleurs, mais je pense que c'était ça qui était intelligent, c'était prendre conscience que selon que l'on s'adresse à une représentation de la nation au Sénat ou selon que l'on s'adresse à des enfants, on ne dit évidemment pas la même chose. Alors comment réagissent justement ces collégiens qui ont écouté cette parole de Mickaëlle Paty, chez vous, donc principal de collège à Vincennes, je le disais, la voir en face, qui exprime à la fois son émotion, sa tristesse bien évidemment, mais aussi sa volonté de faire changer les choses, de faire bouger les lignes et de parler encore une fois de cette sanctuarisation de ce sanctuaire qu'est l'école, cette idée de pouvoir aussi parler de tout, devenir citoyen grâce à l'école. Moi, j'ai remercié les élèves le lundi soir. Ils ont été à l'écoute? Je leur ai envoyé, ils ont été plus qu'à l'écoute. Ils ont été dignes, respectueux, graves, attentifs. Et je crois que ça restera un souvenir de collégiens important. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois vécu ce moment solennel, où ils se sont bien rendus compte que les personnalités qui étaient présentes étaient des personnalités importantes qui, par leur présence, leur témoignaient de l'intérêt et du respect. Et leur attitude, l'écoute qu'ils ont eue vis-à-vis des 2 interlocuteurs, et derrière la gravité et le respect absolu de la minute de silence,
m'ont amené d'abord à les remercier. Et au moment où, dans les temps où on dit beaucoup que la jeunesse est peut-être pas forcément attentive ou pas forcément respectueuse, moi je tiens à témoigner du fait que mes élèves, et sans doute sont-ils extrêmement nombreux sur l'ensemble du territoire national, mes élèves ont été absolument admirables et remarquables. Alors parlons-en justement, puisque vous êtes également vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Il y a toujours ce cliché de penser qu'en Seine-Saint-Denis, rien ne va plus, on n'écoute rien, que les enfants sont toujours perturbés. Comment s'est opéré justement, comment s'est passée cette minute de silence dans les collèges de Seine-Saint-Denis? Il n'y a pas de raison qu'elle se soit passée différemment du collège dans lequel je travaille. Le ministre de l'Éducation nationale a fait référence à 180 incidents. Alors, au départ, ça a changé. Voilà. En fait, le chiffre a été revu à la hausse. On en a parlé à l'instant dans le journal. 357 perturbations de la minute de silence. 357 sur 12 millions d'élèves. Voilà. Oui, mais c'est une de trop. Mais bien sûr, évidemment, de trop, en évidemment, c'est une de trop. Enfin, chacune de ces perturbations est insupportable. Et j'allais dire mais, non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, oui. Cependant, moi, ce que j'observe, c'est que dans les 130 collèges de Seine-Saint-Denis, on a des adultes, dans leur diversité professionnelle, des enseignants principalement, qui ont respecté cela et qui l'ont fait, en plus, dans des circonstances ou des conditions un peu particulières. Moi, il se trouve qu'on avait préparé ça dès le mois de juillet, mais le fait est que en tant que chef... Par rapport à Samuel Paty, vous voulez dire, pour l'hommage à Samuel Paty. Absolument. En l'occurrence, là, on parle de Dominique Bernard, effectivement, de son assassinat. Y compris l'hommage à Samuel Paty, la directive ministérielle qui a été envoyée à tous les établissements date du jeudi soir, ce qui est quand même assez tardif, finalement. Et de ce que je sais, à la fois des collègues qui travaillent dans les établissements de Seine-Saint-Denis, des amis que je peux avoir comme enseignante ou enseignant, et de ce qu'on m'a rapporté des différents collèges... Oui, en tant que vice-président, absolument, absolument. Les choses se sont admirablement bien passées. Oui. Vous n'avez pas aucun manquement à relever? Pas à ma connaissance. S'il y a eu manquement, il pourrait y avoir discussion qui s'opère. Vous parlez tout à l'heure des adultes aussi. Il n'y a pas que les élèves, évidemment. Vous pensez aussi aux adultes qui peuvent ne pas être en accord aussi avec cette minute de silence. Encore faut-il les entendre. Est-ce que vous avez relevé aussi ce type d'incident? Alors, moi, je vais vous dire une chose qui est assez simple. Je suis fonctionnaire, donc je respecte la loi. Et un adulte qui ne respecterait pas la loi à l'occasion précisément d'un hommage comme celui-là, me semble devoir être traité différemment d'un enfant, d'un adolescent qui pourrait manifester une réprobation, avoir un comportement inapproprié ou générer un incident. Si un enfant, effectivement, se comporte comme cela, nécessairement, d'abord et avant tout, il doit y avoir une phase de dialogue, de discussion et d'explicitation de la faute, car c'en est une. Pour ce qui est des adultes, ça relève pas du tout de la même méthode de mon point de vue. Encore une fois, quand on est fonctionnaire, on respecte la loi. On va parler ensemble des grands sujets qui touchent à l'éducation, et ils sont nombreux évidemment, on n'aura peut-être pas le temps de tous les exposer. Le premier étant, compte tenu de cette actualité si lourde aujourd'hui, celui de la sécurité, autant au niveau du collège que du département. Comment se passe la situation en Seine-Saint-Denis en ce moment, alors que la France est en urgence attentat? Alors, elle se passe d'abord par le respect dans les établissements, par les adultes qui y sont, des préconisations, avec le niveau d'alerte attentat qui a été décrété vendredi. Donc, c'est le contrôle des sacs à l'entrée, pour les enfants comme pour les adultes. C'est faisable, ça, en réalité? Oui, c'est faisable. On se pose toujours cette question, parce que déjà qu'on voit l'aéroport, c'est très compliqué. Oui, c'est faisable. C'est faisable dès lors que les objets que les gens pourraient dissimuler sont imposants. Un petit objet au fond d'un sac, quand vous faites la grille le matin à 8h et qu'il fait encore nuit, évidemment, vous ne voyez pas tout. Donc c'est faisable dans certaines limites. Est-ce que c'est fait pour rassurer les parents plus que pour en fait être rassurant dans l'absolu? C'est ce que vous dites, hein, un petit objet peut se cacher. Je ne sais pas si c'est pour rassurer à proprement parler. Je crois que c'est... Pour dissuader? Alors, je pense que ça dissuade, parce que ça donne aussi aux élèves l'idée de la gravité du moment. Et l'idée qu'il n'y a pas que les adultes qui doivent participer à ils doivent avoir conscience de ce moment de gravité, et que les enfants doivent aussi l'avoir. Et ils s'y plient finalement assez volontairement, sans trop de difficultés. Et puis vous avez à côté la responsabilité qui est celle effectivement de l'institution
où l'éducation nationale, en lien avec les services de police, en lien avec les renseignements territoriaux, en lien avec le préfet, font un état précis des failles de sécurité qui pourraient exister dans les différents établissements. C'est-à-dire que chaque principal ou chaque proviseur d'établissement a reçu un mail aujourd'hui, hier, de l'Éducation nationale qui était relatif à une enquête en disant « D'après vous, dans votre établissement, quelles sont les failles de sécurité en termes de portail, en termes d'accès, en termes, etc. » Il n'y a que des failles de toute façon, puisque les établissements ne sont pas rénovés. Oui, mais quand je parle de failles, je parle par exemple d'un portail qui ne fonctionne pas ou qui ne ferme pas correctement. Et sur le département de la Seine-Saint-Denis, en lien avec les autorités préfectorales, nous, on a recensé aussi nos établissements qui, du point de vue des clôtures, par exemple, dysfonctionnent. Et donc, on est en train, là, aujourd'hui, d'envoyer les équipes, depuis lundi, on est en train d'envoyer les équipes pour procéder aux réparations en urgence pour que, de ce point de vue, les failles soient réduites au minimum. Vous sentez une tension au sein des collèges? Je parle des collèges parce que, effectivement, on parle du département, Seine-Saint-Denis. Donc, est-ce que vous pensez, mais aussi donc, au sein des lycées aussi, une vraie tension, à la fois pour les élèves, comme pour les professeurs et comme pour les parents? Je ne sais pas, je ne sais pas si on peut, s'il y a un sentiment général. Moi, ce que je perçois surtout, c'est du chagrin, de la solidarité, de la aussi. tristesse, une profonde affliction. Vous savez, quand on est enseignant, et beaucoup me l'ont dit, et je l'ai été, beaucoup m'ont dit, après un drame comme celui-là, une des questions qu'on se pose, qui peut sembler absurde, une des questions qu'on se pose, c'est de connaître l'identité du meurtrier, parce qu'on ne voudrait pas que ce soit un ancien élève. Et je crois que ça renvoie chacun à son propre rapport à ses élèves, à ce qu'il est en capacité, ou elle est en capacité de transmettre en direction de ces gamins que l'on voit parfois à 10 ans ou à 11 ans et que l'on ne voit plus après lorsqu'ils en ont 20 ou 25. Je pense que c'est d'abord de la gravité, du chagrin et de la tristesse qui est aujourd'hui en vigueur dans les salles des professeurs, avec des gens qui, malgré tout, reviennent et reprennent leur classe, malgré le sentiment finalement d'avoir une responsabilité peut-être encore plus grande qu'avant. Si j'osais, je dirais que le fait de s'être attaqué à l'école, une fois avec Samuel Paty, une autre fois avec Dominique Bernard, ça témoigne bien du fait que l'enjeu de l'école est important, que c'est l'école qui remplit ce rôle de transmission des valeurs républicaines et que finalement les ennemis de la République, en identifiant l'école, identifient effectivement ce qui est au cœur de la nation, déterminent notre avenir commun. Et les professeurs sont, on pourrait dire presque aujourd'hui, les héritiers des hussards de la 3e, quoi, sur d'autres combats. Des combats extrêmement importants, mais qui restent des combats absolument déterminants. Une responsabilité effectivement énorme, et il faut les rassurer, ces acteurs pédagogiques. On voyait un parent d'élève interpellé à Pantin vendredi dernier parce qu'il menaçait de s'en prendre à un professeur. Comment vous vivez une situation comme ça en Seine-Saint-Denis? C'est-à-dire que vous avez un réflexe systématique d'urgence absolue si jamais un parent devient agressif vis-à-vis d'un professeur, s'il y a une tension? Alors, il peut y avoir la majorité des tensions, elles sont relatives à une punition qui a été donnée et que le parent conteste, à une mauvaise note qui a été donnée que le parent conteste. Ce qui est déjà fou. Ce qui en soi est déjà fou. Ce qui en soi est déjà fou. Et ça, c'est notre quotidien. C'est pas notre quotidien. Ça arrive régulièrement, pas simplement en Seine-Saint-Denis, malheureusement, mais ça arrive. Et là, effectivement, il faut que l'autorité institutionnelle marque le coup. Et si ça ne suffit pas au niveau de la direction de l'établissement, eh bien, vous avez les directions académiques, vous avez les rectorats. Et donc là, il y a toute une chaîne si je puis dire, de réaction et de protection pour éviter ce genre de comportement et bien expliquer à un certain nombre de familles que non, ça ne se fait pas. L'hommage à Samuel Paty, c'est aussi un moment de discuter en classe avec ses élèves, d'échanger avec ses élèves à nouveau sur un autre point qui est important et qui fait partie de l'éducation, c'est la laïcité. La laïcité qui est chère effectivement à la France, à la République. Et comment vous faites pour réussir à amener justement les élèves progressivement avec l'équipe pédagogique, l'équipe éducative, à une réflexion citoyenne, engagée, libre, mais aussi libre d'échange de points de vue différents sur la laïcité? C'est leur métier aux professeurs de transmettre. C'est leur métier, ils savent le faire.
Et ils savent aussi que ces questions-là, on ne les aborde pas de la même façon face à des élèves de 6e ou face à des élèves de 3e. Lorsque vous avez, encore une fois, des enfants de 10 ans, 11 ans en 6e, vous revenez sur des questions de vocabulaire, vous prenez des exemples, en fonction de ces exemples, vous faites réagir les élèves. Et puis, surtout, on n'est pas simplement dans le débat, on est aussi dans le rappel à la loi, dans le rappel aux valeurs, dans le rappel aux principes. On peut débattre de plein de choses, mais la condition, et n'importe quel professeur pourrait vous le dire, la condition d'un débat normal, structuré et apaisé, c'est d'abord et avant tout de connaître. On ne débat pas sur rien, sinon c'est de la discussion de café du commerce. Mais c'est le principe d'un enfant, c'est qu'il ne sait pas, il est là pour apprendre. Et donc du coup, les professeurs, avant de débattre, apprennent, posent un certain nombre de cadres, de jalons, de balises, et à l'intérieur de ce cadre, de ces jalons et des balises, parce que les mots ont de l'importance, et il faut pouvoir les définir avant d'en débattre. Et c'est leur métier, et c'est pas simplement leur métier sur la question de la laïcité, c'est leur métier sur l'ensemble des disciplines finalement. Des professeurs qui doivent donc réagir si une minute de silence n'est pas respectée, des professeurs qui doivent réagir si, lorsqu'on fait un débat sur la laïcité, eh bien, il y a un mouvement, une provocation, une incitation à la haine, un rôle assez lourd à porter, je trouve, enfin, c'est pas mon avis qui importe, mais en tout cas qui est relevé pour les enseignants aujourd'hui. Est-ce que la charte de la laïcité portée par Jean-Michel Blanquer, la charte de la laïcité à l'école, a-t-elle servi à quelque chose? Elle figure dans tous les carnets de correspondance de tous les collégiens de France et de Navarre. Et elle est expliquée, lue par l'ensemble des professeurs principaux, notamment, au moment de l'accueil des enfants. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais dans mon collège, et je sais que, j'ai rien inventé, que ça se fait dans un très très grand nombre de collèges. C'est vrai en même temps que l'on en demande, je crois, de plus en plus aux professeurs. Et que ce qui apparaissait pour des générations comme la mienne, lorsque j'étais au collège, finalement, ne devant pas faire l'objet de débats. C'était une chance, la laïcité. Alors, c'était une chance, et puis c'était quelque chose finalement, d'acquis, qui ne se discutait plus. Aujourd'hui, ça redevient une question qui se discute, et les professeurs s'en saisissent, alors que, sans doute, que les professeurs de ma génération avaient perdu l'habitude de le faire. On a parlé effectivement de sécurité, de laïcité. J'aimerais qu'on apporte quelques sujets, puisque le temps passe. Et j'aimerais qu'on parle évidemment d'égalité des chances. Offrir la même éducation à tous les enfants revient à parler d'égalité. Vous l'avez dit vous-même sur ce plateau ici il y a quelques mois. Il existe encore une réelle inégalité face à l'apprentissage, non pas spécifiquement en Seine-Saint-Denis, mais en France de manière générale. Les dispositions prises justement par votre département ont-elles permis d'améliorer cette situation de la mixité sociale? Eh bien, j'ai tendance à vous dire qu'on a pris des dispositions il y a déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et je peux vous en parler d'autant plus facilement que je n'étais pas en responsabilité forcément à ce moment-là, mais qu'on atteint des limites et qu'il faut passer. Les limites, c'est que finalement, on a beau développer des systèmes éducatifs visant à permettre l'accès à la culture, par exemple, pour des élèves, visant à les ouvrir au moins, par exemple avec le Pass Culture ou avec les résidences d'artistes dans les établissements. Mais ce que l'on observe, c'est que finalement, les inégalités scolaires demeurent. On a beau transformer les villes ou des quartiers en se disant, pour un certain nombre de maires, ma ville va changer, je vais avoir davantage de mixité de population. Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que ça n'a pas forcément d'effet dans les écoles. Il y a un repli sur soi, finalement, communautaire. Un repli non, alors pas communautaire, mais je vous donne 3 exemples. Les villes de Saint-Ouen, de Montreuil ou de Pantin, en petite couronne, en Seine-Saint-Denis, sont des villes qui, ces 10-15 dernières années, se sont profondément transformées. On a vu revenir des populations ou venir des populations qui avaient déserté ces villes, des populations de cadres moyens ou de cadres supérieurs, de professions libérales, qui revenaient s'installer dans ces 3 villes. Mais on ne voit pas leurs enfants dans les collèges. Mais alors pourquoi sont-ils revenus s'ils ne voient pas leurs enfants ? Ils sont venus habiter, mais leurs enfants ne sont pas scolarisés. Parce qu'ils estiment que les établissements ne sont pas à niveau ? Sans doute estiment-ils qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs. Ce n'est pas une réalité. Et non, ce n'est pas une réalité, mais c'est en tout cas la perception qu'ils en ont. C'est la perception qu'ils en ont, et lorsqu'on constate, on regarde dans ces villes-là, on se rend compte que certes la population a changé,
Mais la population scolaire, elle, est toujours la même. Mais alors, cette volonté, excusez-moi, mais parce que je trouve ça assez passionnant, ça veut dire que ce sont des habitants qui viennent s'installer, par exemple, vous le dites, à Saint-Ouen, s'organisent une nouvelle vie à Saint-Ouen, donc créer un écosystème aussi qui est positif pour la ville, évidemment. Oui. Mais en revanche, vont scolariser leurs enfants, j'imagine, à Boulogne-Billancourt, je ne sais pas, ou dans le privé ou à Paris. Et c'est le privé qui prévaut? Dans le privé, même pas le public, dans le privé, dans le privé ou à Paris. Oui. Et quand vous... La proximité, enfin, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a les transports en commun, qui sont assez simples et qui permettent une perméabilité assez simple, assez facile vers Paris. Et c'est aussi la baisse de la démographie scolaire parisienne qui fait qu'il y a des places libres qui se libèrent dans l'enseignement primaire et secondaire à Paris. Et on voit des enfants prendre le métro tous les matins pour aller être scolarisés ailleurs. Mais alors, la sectorisation, en fait, en fonction de l'endroit où on habite, ne marche plus, n'est plus valable? On déroge à la sectorisation par des moyens... souterrain. L'indice de position sociale, on en a parlé ensemble aussi. La mixité sociale, elle est évaluée en fonction de l'indice de position sociale. Est-ce qu'on est toujours dans cette même mécanique, qui est une mécanique vicieuse, en fait, à l'inverse de vertueuse, c'est-à-dire qui montre qu'une famille favorisée va permettre effectivement à un enfant d'avoir une meilleure scolarité qu'un enfant qui viendrait d'une famille défavorisée? Est-ce qu'on est toujours dans ce même système? Est-ce qu'on peut espérer, puisque vous l'avez analysé vous-même plusieurs fois, ainsi que vos équipes, est-ce qu'on peut espérer un autre mode de fonctionnement qui permettrait justement cet équilibre égalitaire? Nous, on a fait des propositions en direction de l'éducation nationale. On a fait ces propositions en direction du ministre Pape Diaye. On a refait ces propositions en direction de Gabriel Attal. Et aujourd'hui, on attend une réponse de l'institution. Ces propositions, elles tournent autour, finalement, de l'attractivité des collèges du département de la Seine-Saint-Denis. Or, peut-être une université aussi, c'est de créer en fait tout un écosystème qui permettrait, sur le long de la scolarité... Oui, vous avez raison, c'est se dire, je mets mon enfant dans ce collège, et au-delà du collège, je sais dans quel lycée il va pouvoir aller, quelles études il va pouvoir faire. Et cette chaîne éducative, elle est absolument centrale. Je me souviens, lorsque j'étais enseignant, dans mon lycée à Noisy-le-Grand, d'avoir vu, au lycée Évariste Galois, d'avoir vu qu'il était en tête dans les classements des meilleurs lycées de l'Académie de Créteil. Et à la faveur d'une discussion comme ça avec le proviseur, à l'époque, je lui ai dit, vous devez être content quand même de voir. Il m'avait dit, oui, je suis content, mais en même temps, il faut bien se rendre compte que si les résultats sont bons au lycée, c'est parce que ça s'est bien passé au collège, ça s'est bien passé en école élémentaire et ça s'est bien passé en école maternelle. Et c'est la totalité de la chaîne éducative qu'il faut traiter. Et donc, si vous êtes uniquement sur un bout de cette chaîne éducative, si importante soit-elle, en l'occurrence, le collège est sans doute ce bout le plus déterminant, en tout cas celui qui angoisse le plus ou questionne le plus les parents. Si vous n'intervenez que sur une partie de cette chaîne éducative, alors vous ne faites qu'une partie du travail. Il reste quelques minutes, juste deux questions, s'il vous plaît, sur l'éco-collège. En quoi ça consiste précisément, puisque 1 milliard d'euros a été débloqué sur 10 années, c'est ça? C'est une rénovation des collèges? Alors, c'est de la rénovation, de la construction. On a monté cela sur la base d'une évolution démographique attestée et qui est un peu en train d'être mise en cause d'ailleurs. Suite au Covid, on se rend compte que les montées démographiques ne sont plus forcément celles qu'on avait calculées, imaginées. Donc il s'agit de construire des établissements pour accueillir des enfants. Pourquoi éco-collège? Parce qu'on a aussi une responsabilité environnementale, c'est-à-dire qu'en termes de matériaux biosourcés, de consommation énergétique, on doit aussi prendre nos responsabilités. Sur la question de l'accueil des enfants, dans les cours, on ne fait plus des cours d'école intégralement bétonnés aujourd'hui parce qu'on connaît tous les effets délétères que ça peut avoir. Oui, donc c'est à la fois une obligation, parce que c'est notre obligation en tant que collectivité territoriale de construire des établissements pour accueillir les enfants, mais on le fait en fonction de principes qui vont au-delà de la construction d'une boîte à chapeaux pour y mettre des enfants, pour faire court. Dernière question, mais qui est très importante, c'est celle du sport, de manière générale. On minimise toujours trop le sport à l'école, ce qu'on appelle l'EPS, éducation physique et sportive. Or, vous avez été surnommé, j'espère que l'appellation vous plaît, Monsieur JO du 9-3. C'est gentil, ça. Ça vous plaît pas? Si. C'est les JO. C'est sans doute surestimé, oui. Surestimé, pourquoi? Parce que la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques, elle est d'abord entre les mains du comité d'organisation et de Tony Estanguet. Nous, on apporte notre contribution. Sacrée contribution quand même, parce qu'elle fait partie des 3 villes, Saint-Denis, à être village olympique. Oui, c'est ça, mais on apporte notre contribution en se disant, en fait,
Moi, mon enjeu, c'est de faire en sorte que cette manifestation colossale, énorme, inédite, et qu'on ne reverra plus en France Bien sûr. de notre vivant, en tout cas du mien, c'est qu'elle n'apparaisse pas comme étant un corps étranger pour les habitants de la Seine-Saint-Denis. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que finalement, chacun des habitants du département se sente dépositaire d'une partie de la réussite de ces Jeux. Et c'est la raison pour laquelle on mène un certain nombre d'actions, notamment en direction des collégiens, pour qu'ils se sentent intégrés au projet, associés, qu'ils y participent, et qu'au-delà du bon souvenir qu'ils en garderont, ils puissent se dire j'y étais et j'ai fait en sorte que ça se passe bien. Ça permet aussi aux habitants de Seine-Saint-Denis d'avoir peut-être une relance économique aussi. Bien sûr. Alors ça a de vrais effets là, qui sont d'ores et déjà mesurables. Parce qu'au-delà des chantiers de construction qui ont permis à des petites et moyennes entreprises, et puis à des gens qui étaient éloignés de l'emploi, de pouvoir s'insérer dans ce marché du travail, vous avez toute une succession de TPE, PME qui ont candidaté et vont candidater, parce que ce n'est pas terminé, sur les marchés des JO. Le marché des Jeux, c'est 520 marchés, plus de 500 marchés qui peuvent aller de marchés de 20 000 euros à des marchés de plusieurs millions d'euros. La question que tout le monde se pose, pardon Emmanuel Constant, mais c'est qu'est-ce qu'on fera après de toutes ces structures ? C'est la question de l'héritage, vous avez raison. Moi, à ce stade, c'est la question qui me préoccupe. C'est-à-dire qu'une fois que les JO... Vous n'avez pas la réponse ? Non, on n'a pas complètement la réponse. Lorsque je suis allé à Lausanne à la rencontre des gens du CIO, ils m'ont dit la chose suivante, ils m'ont dit vraiment l'importance pour vous, c'est l'héritage. Parce que nous, une fois que les Jeux sont terminés, on s'en va. Et donc, on va récupérer des équipements. On récupère le centre aquatique olympique à Saint-Denis. On va récupérer 3 bassins qui seront à l'Arena et qui vont être en 2025 transférés sur le département. On va modifier le territoire. Vous avez déjà des passerelles, des franchissements, vous avez des dépollutions de terrain, vous avez des pistes de mobilité durable qui il va falloir faire arriver, des rénovations de gymnases, etc. Donc tout ça, on va le voir, on va le garder. Mais comment garder finalement l'engagement des volontaires ? Comment faire en sorte que après les Jeux paralympiques, on ait davantage d'athlètes ou même de personnes qui veulent faire du sport alors qu'ils sont en situation de handicap, et comment peuvent-ils faire dans les clubs sportifs ? Peut-être à l'occasion justement d'être plus inclusif que jamais. Absolument. En Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Emmanuel Constant d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous êtes vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et puis principal d'un collège, Françoise Giroux, c'est bien ça, à Vincennes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles, et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique ? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain.
L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, 2 grands invités aujourd'hui. Avec moi, Boris Cyrulnik en plateau. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur, d'être avec nous. Vous êtes neuropsychiatre, mais inutile de vous présenter. Évidemment, on est très nombreux à avoir lu tous vos livres et tous vos essais. On vit une période particulièrement lourde, anxiogène aujourd'hui, voire même très violente. Ce n'est pas peu de le dire. Comment faire en sorte pour que les enfants, ne la ressentent pas trop, ne la vivent pas comme quelque chose de si anxiogène que ça, en tout cas de la même manière que les parents? Les enfants sont des éponges affectives. Même si vous vous taisez, ils vont sentir ce que vous éprouvez. Si vous vous taisez, vous allez transmettre l'angoisse. Pourquoi maman se tait? Pourquoi papa se fâche? Si vous parlez, vous allez transmettre l'horreur. On est menacé, il y a des professeurs qui sont décapités. Donc c'est un choix difficile. Le silence, c'est le trou de la non-représentation, c'est le vertige du vide. Et raconter l'horreur, c'est transmettre le traumatisme et l'horreur en direct. Alors que faut-il faire dans ce cas? Alors, la seule solution, c'est de parler entre adultes, d'abord, autour des enfants. Et eux, ils comprennent ce qu'ils sont capables de comprendre au fur et à mesure de leur développement et au fur et à mesure de leur histoire, ce qui n'est pas la même chose. Le développement, un bébé ne peut pas comprendre les mots, même si c'est important de lui parler, mais ce n'est pas les mots qu'il comprend, c'est l'interaction affective. En grandissant, il a accès à la parole, donc on peut déjà lui dire non, il y a un danger, mais on va faire ce qu'il faut pour te protéger. Et ce n'est que vers l'âge de 5, 6, 7 ans qu'il va avoir accès au récit. Et là, il aura besoin d'explications. Oui, là, il y a des problèmes entre religions, il y a des problèmes entre pays. On est menacé, mais dans l'histoire, c'est déjà arrivé, on a résolu comme ça. Donc, ça dépend du niveau de développement de l'enfant, ça dépend du contexte culturel. Il y a des milieux où on parle beaucoup, on explique beaucoup, mais pas tellement s'adresser à l'enfant. Parler d'abord autour de l'enfant avant de répondre à ses questions, à ses problèmes. Parler autour de l'enfant, Boris Cyrulnik, c'est aussi une façon peut-être de mesurer ces mots qui doivent être choisis, parce qu'en fait, le premier réflexe, c'est de dire « mais j'ai peur, je suis terrifiée, il ne faut pas prendre le métro, mais attention, peut-être qu'il ne faut pas le mettre à l'école ce vendredi avec cet appel au djihad, comment fait-on? Est-ce qu'on doit penser « ah, j'ai entendu telle chose, j'ai entendu telle chose ?» Les parents sont terrifiés. Mais oui. Après l'attentat du 11 septembre à New York, un ami qui a fait une enquête sur les syndromes psychotraumatiques des petits Bordelais. Énormément de petits Bordelais souffraient de syndrome psychotraumatique. Mais pourquoi Bordelais? Parce qu'il était de Bordeaux? Parce que l'enquête s'est faite à Bordeaux. D'accord. Et ils ne dormaient pas, ils avaient peur de s'endormir, ils avaient eu une sensation de danger constant, et ils ne voulaient plus aller à l'école, ils avaient peur de l'école, on avait appelé ça une phobie scolaire, c'était la peur de l'école. Oui. Parce que les médias avaient éprouvé un énorme plaisir à montrer l'horreur, la réussite exceptionnelle de ces tours, de ce chef-d'œuvre de terrorisme. Et les parents, bien sûr, comme vous l'avez dit, les parents étaient angoissés, il y avait de quoi. Et donc cette angoisse avait été transmise aux enfants. L'attentat dans la réalité avait eu lieu à New York. Les enfants souffraient de syndrome psychotraumatique à Bordeaux. Ça dépendait de la manière de parler autour des enfants. Si on se tait, pourquoi maman se tait? Qu'est-ce qui se passe? Je sens son angoisse, elle ne dit pas un mot, ça doit être très grave. C'est encore pire peut-être même. Parce que l'imaginaire d'un enfant peut aller bien au-delà de ce qu'on peut C'est ça. penser. Donc les enfants, ils vont fantasmer dur. Si maman se tait, ou si papa se tait, c'est qu'il a commis un crime ou qu'on veut le tuer. Ça, c'est des fantasmes d'enfants. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on se tait, c'est l'angoisse. Si on parle, c'est l'horreur. Donc la seule solution, c'est de parler autour, puis d'expliquer progressivement, pas forcément en expliquant face à face à l'enfant. Ma fille, mon fils, j'ai quelque chose de terrible à te dire.
Nous risquons de mourir. C'est le mot terrible qui ne va pas, en fait, c'est ça? C'est le choix des mots qui importe, non? Le choix des mots qui expriment nos émotions. Si on a des émotions terrifiées, on va choisir des mots terrifiants. Si la mère est insécurisée, parce qu'elle est seule, parce qu'elle se dit qu'est-ce que je vais faire, elle va être insécurisante pour son enfant. Donc la première chose à faire, c'est de parler de manière sécurisante, ce qui n'est pas facile. C'est possible. Il faut dire, faire passer le message. Il y a un grand danger, mais on sait ce qu'il faut faire pour l'affronter et le surmonter. Donc, les enfants vont savoir qu'il y a un danger. Ils vont savoir aussi qu'il y a une stratégie pour s'adapter. Vous avez dit une phrase très importante par rapport au 11 septembre. Vous avez dit les médias ont un plaisir fou à montrer ces images des 2 tours si connues, si grandes, qui symbolisent l'Amérique, qui s'effondrent. Quelle est pour vous l'importance justement des médias dans ce drame que nous vivons? Les médias sont évidemment très importants. Ils ont toujours existé, mais ils n'avaient pas la puissance qu'ils ont aujourd'hui. Quand j'étais gamin, je ne fréquentais que des gens qui lisaient les mêmes journaux que moi. Il n'y avait pas de télévision, donc c'était un média. Et je pense que partager une représentation, c'est faire une déclaration d'affection. On voit le monde de la même manière, on est proche, on est en familiarité. Et le mot familiarité, c'est notre tranquillisant naturel. Donc ça veut dire que pour ce qui se passe actuellement chez nous, ce qu'il faut faire vivre, c'est la familiarité. C'est-à-dire ne pas laisser les gens seuls, organiser des réunions pas forcément souriantes. Ce qui nous arrive, c'est pas souriant, non, mais pas forcément tragique non plus. Ah bon? Il y a quelque chose de grave, on va faire ce qu'il faut pour s'associer et le surmonter. Ça, c'est le discours qu'il faut donner en fait aux enfants. Parce que, non mais c'est une vraie question que je vous pose, parce que se dire que c'est pas tragique, moi-même je n'y crois pas, Boris Cyrulnik. Alors, si vous dites c'est tragique, vous allez transmettre l'angoisse. Vous l'avez mimé tout à l'heure. Vous avez mimé l'angoisse que vous allez transmettre. Oui. Donc les enfants aiment les histoires d'horreur, parce que ça leur apprend, ça leur donne un modèle pour surmonter l'horreur. Le petit poussé, il est abandonné, mais arrive quelqu'un qui va le sauver, il va retrouver ses parents, vont regretter. Peau d'âne, elle est en danger d'inceste, mais ses frères arrivent et ça va bien se passer. Les 3 petits cochons, et tout c'est que des histoires d'horreur qui apprennent aux enfants, qui leur donnent un modèle de réflexion, c'est possible. Qu'est-ce que font les enfants? Au moment de la guerre d'Ukraine, les médias avaient montré des documents montrant que tous les enfants jouaient à la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils jouent à la guerre? Pour l'apprivoiser, pour avoir moins peur. Dans ce cas, j'ai travaillé au Japon, où à Tokyo, il y a des tremblements de terre tout le temps. Il y a des entraînements à se protéger des tremblements de terre. On se met sous un arche, on se met à tel endroit, on sort dans la rue. Les enfants jouaient à apprendre. Donc, il y a quelque chose de grave, on va jouer tous ensemble à apprendre comment il faut faire. Quand on dit le mot enfant, souvent on pense à un âge, par exemple entre 5 et 10-11 ans, puis après vient l'adolescence. Là, on parle plus des ados et des plus grands qui, eux, ont accès ou alors se renseignent sur les réseaux sociaux dans la plupart des cas. Là, on appelle ça des médias, hein, c'est pareil. C'est un média. Voilà, mais c'est un média différent. Oui. Les réseaux sociaux, alors c'est Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok et autres. Et puis tous ceux sur lesquels on n'a pas forcément accès rapidement et finalement qui arrivent malgré tout sur nos écrans. Comment faire justement pour que nos enfants, à défaut de ne pas y aller, puissent se défaire de ces images qui sont souvent les pires? Mais oui, parce que on est fasciné par l'horreur et les enfants, on vient de le dire, vont sur des réseaux sociaux où ils ont effectivement une culture de la terreur. On montre systématiquement les images les plus moches et les plus effrayantes parce que ça fait de fortes émotions. Le piège, c'est bien sûr que ça amplifie un problème qui est déjà énorme. Je pense qu'il faut apprendre la liberté intérieure, c'est-à-dire il faut que tu vas voir des images terrifiantes, apprends à les juger, apprends à réfléchir, pense par toi-même. Alors je pense que là, l'éducation a un rôle majeur à jouer, c'est-à-dire que tu ne dois pas croire.
Il faut que tu apprennes à réfléchir. Il ne faut pas forcément croire tout ce qu'on te dit. Tu as une liberté intérieure, tu peux poser des questions aux profs, à des amis, à des gens à qui tu fais confiance, et à ce moment-là, tu gagneras un degré de liberté intérieure. C'est pas ce qui se passe. Il y a dans les langages totalitaires qui se développent actuellement dans tous les pays, y compris chez nous, mais plus dans certaines contrées, dans le langage totalitaire, on exacerbe l'indignation pour provoquer des émotions et pour provoquer des passages à l'acte. Provoquer des émotions intenses, c'est une manière de manipuler les masses, de manipuler les foules. C'est comme ça que se déclenchent les guerres de croyance. Toutes les guerres de croyance se déclenchent en manipulant les émotions, en provoquant des indignations. Et dans ce cas-là, nous, enseignants, parents, amis, on doit dire aux enfants, ça existe, mais il faut que tu apprennes à faire la part des choses. Il faut que tu gardes ta liberté intérieure en apprenant à juger. Et pour apprendre à juger, il faut que tu aies deux sources d'information. Si tu n'as qu'une source d'information, tu es une proie pour un gourou. Sauf que le problème, c'est que c'est valable pour les parents qui eux-mêmes réagissent comme ça. Mais souvent, les parents n'ont pas plusieurs sources d'information. Exactement. D'où l'importance de l'éducation et de la transmission à travers les générations. Et de ne pas oublier le devoir de mémoire qui est absolument nécessaire, indispensable. On est dans une république, une démocratie, liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. Un mot qui revient souvent aujourd'hui. On a observé une minute de silence pour l'assassinat de Dominique Bernard ce lundi dans tous les établissements de France. Il y a eu 357 perturbations, donc un chiffre qui a été revu à la hausse hier. 357 perturbations de cette minute de silence. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Est-ce que c'est une façon aussi naturelle pour les adolescents, parce que c'était la plupart du temps ces adolescents, une façon naturelle de pouvoir exprimer aussi des choses? Non. Comment réagir? C'est la preuve que le Hamas est déjà en France. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent et qu'on faisait des minutes de silence, tout le monde respectait la minute de silence. On avait une culture de groupe, on nous expliquait, les enseignants faisaient bien leur boulot, ils nous expliquaient pourquoi. Enfin, il était important de faire une minute de silence et tout le monde respectait parce qu'il y avait une solidarité. Et là, c'est plus du tout le cas. Ça veut dire que ces enfants sont déjà des proies du Hamas. Donc, c'est ce que vous venez de dire. Pour moi, c'est très grave. Ça veut dire que notre culture est en danger, pas seulement au Proche-Orient, mais dans beaucoup de pays du monde. C'est une secte, c'est pas une religion, c'est pas un parti politique, c'est une secte follement riche que j'ai vue à Baalbek, où j'ai donné des cours en territoire palestinien, j'ai dirigé des thèses palestiniennes chez moi, j'ai invité. C'est une secte follement riche, follement puissante, follement entraînée, avec des vrais guerriers, des mercenaires très bien payés. Et nous, on n'a pas bien réagi avec comme une secte qui prend le pouvoir. Cela veut donc dire qu'on laisse aux enseignants, si je vous suis Boris Cyrulnik, on laisse aux enseignants aussi ce rôle face à des élèves qui refusent cette minute de silence, qui se lèvent, qui partent, qui s'indignent. Le rôle, eh bien, d'agents de sécurité aussi. Mais oui, exactement. C'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est de transmettre du savoir. Leur rôle, c'est d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à apprendre. Et là, on leur donne une mission qui n'est pas la leur. Mais la parole d'un enseignant ne sera forte que si l'enseignant lui-même est entouré. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des journalistes, des médias qui expliquent, il faut qu'il y ait des écrivains, des témoignages, pour faire un phénomène de culture. Et là, la parole des enseignants pourra porter. Ça veut dire que ces enfants qui se lèvent et qui partent, chez eux, sont déjà soumis à un gourou qui leur dit je ne sais pas quoi, et ça veut dire qu'il y a déjà une fragmentation de notre société et que la solidarité est déjà brisée. Une solidarité brisée, ça veut dire un cocon assez angoissant pour certains foyers. Ça veut dire qu'en dehors de la maison, des actualités qui sont très lourdes, très dures, très anxiogènes, des familles qui ne savent pas toujours parler, on l'a dit, qui tentent, mais qui n'ont pas toujours les mots. Une école qui n'est plus un sanctuaire, puisque vous le dites vous-même, ces 357 perturbations de la minute de silence prouvent que le Hamas est aux portes, et je vous cite, et là, et même pas aux portes, et là, déjà en France. Comment faire pour rassurer ces enfants et dire non, on va
à l'école pour apprendre, pour devenir citoyen et pour justement se forger une pensée? On va leur dire, parce qu'il faut leur dire, mais quand ils iront à l'école entourés par des soldats en armes, regardant de tous les côtés, ils vont pas nous croire, ils vont aller à l'école avec la boule au ventre. Donc ça veut dire que c'est un phénomène de culture. Les enseignants sont un morceau de la culture, mais c'est un ensemble culturel qui est de notre culture qui est agressé. On se pose la question toujours de ces enfants qui deviennent des guerriers. Souvent, c'est par transmission, malheureusement, c'est culturel. C'est du bourrage de crâne. Dans votre dernier ouvrage, 40 voleurs en carence affective, vous parlez de ces enfants mal aimés qui deviennent des adultes violents. Ça peut paraître simple comme ça, mais l'amour, l'affection, c'est la solution qui doit primer dans la construction des générations futures. Ça veut dire que, est-ce que c'est aussi seulement cela qu'il faut faire prévaloir dans toute culture? Alors il y a deux sources de violence pour répondre à la question que vous m'avez posée. Il y a une question qui est neurologique. C'est l'isolement sensoriel que j'ai appelé carence affective, parce que dans notre milieu, on dit comme ça. Lorsqu'un bébé, un enfant, est isolé sensoriellement, on voit que ça lui donne une dysfonction cérébrale que maintenant, en neuroimagerie, on sait photographier et mesurer. Lorsqu'un enfant est isolé, personne ne lui parle, il n'y a pas de structure familiale, il n'y a pas d'école, il ne va plus à l'école ou il y va mal. Il n'y a pas de structure familiale, il n'y a pas de structure culturelle autour de cet enfant. Donc il est errant, donc il est pris par une bande, c'est une proie pour un gourou. Ces enfants-là, élevés en isolement, en carence, en appauvrissement sensoriel, ont tous une dysfonction cérébrale, une atrophie des deux lobes préfrontaux, qui sont le lobe de l'anticipation, une atrophie limbique, qui est le socle neurologique de la mémoire. Il n'y a pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien à mettre en mémoire. Et une hyperfonction des deux amygdales, qu'on appelle les amygdales rhinencéphaliques. Ce ne sont pas celles-là. C'est pas celles-là. Qui sont le socle neurologique des émotions insupportables de rage, de colère, d'angoisse. Ces enfants-là ne peuvent pas contrôler l'expression de leurs émotions. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Je ne te regarde pas comme ça. Mais pourquoi tu me parles en me manquant de respect? Mais je te manque pas de respect. Je te demande d'enlever les pieds de la table. C'est-à-dire que ces enfants interprètent tout comme une agression parce que leur cerveau a été sculpté comme ça. Et il y a une autre source de violence extrême, c'est le langage totalitaire. Quand il n'y a qu'une source, quand il n'y a qu'une vérité, que cette vérité soit religieuse, laïque, profane, économique ou parfois même scientifique, quand il n'y a qu'une seule vérité, les enfants, ils arrivent au monde, ils veulent apprendre le monde et on leur dit, voilà, moi je suis le seul à savoir où est la vérité. Si tu récites ce que je t'enseigne, tu seras reçu, tu auras une promotion. Sinon, tu seras déporté, rééduqué, emprisonné. Quelle est la première cible d'un langage totalitaire, d'un régime totalitaire quand il prend le pouvoir? Les journalistes, les enseignants, les artistes, les poseurs, les poseurs de questions. Et c'est les fabricants de récits, les fabricants de mots. Quand il y a un seul récit, une seule vérité, les enfants ils ne peuvent pas comparer. Une éducation démocratique consiste, tu es musulman, bravo, c'est respectable, c'est nécessairement respectable, c'est ta culture. On explique, mais sache qu'il y a d'autres religions. Il y a 35 000 dieux actuellement sur Terre. Ils sont tous respectables. C'est une manière de voir la vie, c'est une manière de voir la vie après la mort. C'est la métaphysique religieuse. Nous, êtres humains, on est capable de se représenter un monde totalement impossible à percevoir. Dieu, la vie après la mort, métaphysique. C'est-à-dire que on peut s'indigner pour la guerre de 100 ans. Les croisades ont été déclenchées par un récit. Les Arabes ont volé le tombeau du Christ. Paf, 100 000 personnes sont parties à pied, indignées, pour récupérer le tombeau du Christ. À mon avis, il n'y avait plus rien dans le tombeau du Christ. Pour en savoir davantage, en tout cas, votre livre « Les 40 voleurs en carence affective », évidemment toujours disponible, je vous le recommande vivement, ainsi que, je crois que c'est chez Odile Jacob qu'il a été publié. Je vous remercie vraiment de tout cœur d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est toujours absolument passionnant de vous écouter, Boris Cyrulnik. Je vous recommande
recommande tous les ouvrages de Boris Cyrulnik, c'est bien simple. Et tous ceux qui touchent à la résilience, qui est un mot qui a été employé peut-être maintes et maintes fois, mais qui est très nécessaire, surtout aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. On va tout de suite retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invité est Flo Mallet, l'artiste Flo Mallet, premier candidat de The Voice France. On a parlé de ton parcours scolaire, on va parler de ta profession. Donc toujours, depuis le démarrage, tu as voulu être chanteur. Il n'y a jamais un autre métier qui t'a fait de l'œil ou peut-être que ta maman t'aurait plutôt suggéré de faire? Alors si, ma mère, elle me disait, et mon père aussi me disait, ouais, tu serais un bon avocat et tout, parce que t'as une bonne élocution, t'es à l'aise à l'oral et tout, machin. T'es un bon orateur? T'es un bon orateur, ouais. Alors, ouais, peut-être. Je sais pas, c'est pas à moi de dire si... T'es très modeste, hein? Ouais, non, mais c'est pas à moi de le dire si je suis bon orateur ou pas, tu vois. Vu que c'est un échange, c'est normalement un destinataire de me dire, parler très bien. Et donc du coup, c'est un petit peu une idée qui était dans ta tête de se dire peut-être que je vais être avocat? Ouais, mais j'ai vite abandonné parce que apprendre un dalose de... Non, je peux pas. Donc tu y as quand même songé? Ouais, j'y ai songé. Mais vraiment, c'était l'apprentissage de la loi qui me rebutait. Je trouvais ça un peu trop... T'avais pas envie d'apprendre le code civil par cœur? Tu veux savoir la vérité? Ouais. J'avais pas fait latin. Donc voilà, on m'a dit non, mais si t'as pas fait latin, tu peux pas faire. C'est pas vrai, j'ai fait du droit. Hein. Bah oui, c'est j'avais fait latin, mais pas très longtemps, quoi. Donc, ouais. Bref, on t'a dit des bêtises, mais Bien c'était sûr. pas non plus une vocation, t'avais déjà la musique. Et concrètement, ça commence à quel âge? Donc c'est tes parents qui te font prendre des cours de chant, de musique, de théâtre peut-être aussi? De non? théâtre, ouais. Moi, j'ai commencé par le théâtre. Théâtre, c'est à quel âge? J'avais 6 ans. Ah oui, c'est très tôt. Ouais. Et c'est en dehors de l'activité scolaire? Ouais. Ouais, j'en faisais 3 heures par semaine pendant 5 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. Donc, Bah, c'est aussi là où on se dit, enfin, c'est de ça aussi où peut-être ton beau-père se disait que tu avais une aisance sur scène. Ah ouais, oui, il l'a vu, puisque j'étais même sur scène, tu sais, les spectacles de fin d'année, tout ça, machin. T'étais la vedette? Oh, je sais pas, mais voilà, c'est Marcel le jardinier, j'avais l'accent de Marseille et tout, c'était... Donc le théâtre à 6 ans, et après la musique, ça vient quand? Et en fait, j'arrive par la musique via les imitations. En fait, j'adorais faire des imitations. Ah oui? Je faisais Jacques Chirac et tout à l'époque. Tu veux nous le faire? Mes chers compatriotes. Bah, c'est pas mal. Ouais, j'ai gardé le truc un peu, mais après vient la réflexion, est-ce que tu veux faire rire les gens ou est-ce que tu veux les émouvoir autrement? Et du coup, je suis plus passé sur la chanson. Voilà. T'avais pas envie de les faire rire? Non, parce que en fait, je sais pas, mais j'arrivais à percevoir quelque chose de triste chez les gens qui veulent faire rire. Et je me disais, j'ai pas envie d'être triste quand je rentre chez moi et tout. Ah ouais? Ouais. Tu penses que les gens qui veulent faire rire et qui en font leur métier, c'est des gens tristes au fond? Ouais. Et toi, tu voulais être heureux? Moi, je voulais être heureux. Donc tu préfères être triste sur scène? Exactement. Joyeux à la maison. Exactement. Parce qu'elles sont quand même tristes, les chansons Bah ouais, que t'as écrites là. J'aime bien les chansons tristes, enfin qui ont un petit fond de nostalgie, mais sans forcément que ça soit badant musicalement. C'est-à-dire que ça peut te faire bouger aussi. Bah. Oui. Donc, les textes sont pas forcément... Enfin, un texte triste peut t'accompagner d'une musicalité entraînante. Et du coup, à quel âge t'as quand tu te dis non, je veux pas faire rire les gens, mais je veux les distraire différemment avec la chanson? T'as quel âge quand t'as ce déclic en tête? Le switch, il arrive vers 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. C'est très tôt quand même comme réflexion. Ouais. Mais franchement, je me suis dit, est-ce que tu dois faire du rap aussi? J'étais fan de rap. J'ai découvert le rap, je devais avoir pareil 6-7 ans, tu vois. J'adore ça. Mais vers ces âges-là, de raison, un peu 9-10 ans, je me dis, mais... De raison? Ouais. C'est des très jauges. Si, l'âge de raison, c'est 7-8 ans, je crois, non? Ah ouais, je sais pas, ça doit venir plus tard chez moi. Ah ouais. Mais je me dis, est-ce que tu as vraiment envie de faire du rap, de commencer à écrire des textes de rap? Parce que est-ce que tu en as vraiment besoin? Ouais. Peut-être laisse ça à ceux qui en ont vraiment besoin, qui sont dans la misère. Parce qu'à l'époque, le rap, c'est ça, on raconte la misère de la rue et tout, machin. Moi, je suis pas non plus dans la misère, tu vois, je viens d'un quartier populaire, mais je me sens pas la légitimité de porter un message... À 9-10 ans, t'arrives à te dire ça? Ouais, je crois que c'est arrivé assez tôt. Ok. Et à ce moment-là, c'est là que tu te consacres peut-être plus sur la musique Ouais, le chant. Et ça, comment c'est agencé dans ton emploi du temps? Franchement, c'est agencé. Dès que je sors de cours, je chante, en fait. J'ai vraiment cassé les oreilles des gens.
dans la cour de récré, dans les couloirs, chez moi. Mes parents. Et tu prends des cours, tu es en école? Non. Non? Non, je suis en autodidacte. Et des cours de peut-être d'un instrument Non, je n'ai pas pris de cours d'instrument. Donc en fait, tu prends des cours de théâtre et après, c'est juste par toi-même. Exactement. Waouh. Jamais, pas une fois de cours. Non, après, franchement, c'est sur le tard. En fait, mes premiers cours, c'est quand j'ai fait The Voice, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Flo Mallet pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous suivre. Canal 217 sur Orange, canal 247 sur Freebox, schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe de School. Aujourd'hui, la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, c'est Saïd Mamou. Emma Razafindra-Lambeau pour le maquillage. Et bien sûr, Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.